L'histoire qui nous réunit aujourd'hui nous fait traverser l'Atlantique. C'est aux États-Unis, dans une fin de 19e siècle illuminée par la toute nouvelle fée électricité, que nous allons faire la connaissance de William Kemmler. Né à Philadelphie en 1860, il est le fils d'immigrants allemands. N'ayant reçu qu'une très faible éducation, il ne sait ni lire ni écrire quand il quitte l'école à 10 ans pour travailler dans la boucherie de son père. Ses deux parents sont alcooliques. La boisson fera des ravages considérables dans sa famille, tuant sa mère puis son père. Ce dernier décédera suite à l'infection d'une blessure reçue dans une bagarre déclenchée lors d'une beuverie. Triste héritage, malgré le sort funeste de ses parents, William deviendra à son tour alcoolique. Appelé Philadelphia Billy par ses amis, ses beuveries et excès sont bien connus dans toute la ville de Buffalo où il est commerçant ambulant. Il vend des légumes avec sa charrette et son cheval, mais dilapide ses maigres revenus en boissons et paris en tout genre. Son couple avec Mathilda Ziegler n'est pas au beau fixe non plus. En 1889, après une violente dispute sous l'emprise de l'alcool, il accuse sa compagne de l'avoir volée et de vouloir s'enfuir avec un de ses amis. Il l'assassinera à coups de hache, ce qui lui vaudra d'être condamné à la peine capitale. Aussi sordide que soit ce meurtre, cette affaire n'a rien d'exceptionnel pour l'époque. Non pas que les disputes se terminant à la hache étaient monnaie courante, mais Kemmler n'est pas un tueur en série, une bête assoiffée de sang. C'est un triste homme, à la triste vie, faite de misère et d'alcool et se terminant de la plus triste des manières. Cependant, ce n'est pas encore tout à fait la fin de la vie de William Kemmler. Si ce n'est pour sa vie, c'est pour sa mort que son nom restera dans l'histoire. Une mort, ou plutôt une mise à mort bien particulière, une première. Le 6 août 1890, à la maison de correction d'Auburn dans l'État de New York, il est 5 heures du matin et c'est l'heure. On réveille Kemmler, il prend un dernier repas, fait une dernière prière et on lui rase la tête. « Messieurs, je vous souhaite à tous bonne chance. Je pense partir dans un endroit agréable et je suis prêt à y aller. » Ce n'est pas la hache ou la pendaison qui attend William Kemmler, mais une toute nouvelle invention, symbole de la modernité du tournant du siècle, la chaise électrique. En 1888, l'État de New York promulgue une loi qui autorise les exécutions par électrocution pour remplacer la pendaison. Ce procédé novateur, censé être rapide et propre, a été mis au point par l'ingénieur Harold P. Brown et le dentiste Alfred Southwick dans les années 1880, à la demande du célèbre industriel Thomas Edison. La veille de l'exécution des Kemmler, la méthode de l'électrocution est testée avec succès sur un cheval qui succombera à une décharge de 1000 volts. Selon les bourreaux, qu'on appelle désormais électriciens d'État, cette puissance devrait faire l'affaire. Les avocats de William Kemmler tentent de s'y opposer, jugeant cette méthode trop cruelle. Les avocats de Kemmler sont soutenus par un certain George Westinghouse. Qui est cet homme? Sans le savoir, William Kemmler se retrouve au centre d'une controverse technique et industrielle qui fait rage aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, la guerre des courants. Concernant le transport et la distribution de l'électricité, deux camps s'opposent alors. D'un côté, Thomas Edison, partisan du courant continu, et de l'autre, le duo Nikola Tesla et George Westinghouse qui soutiennent l'utilisation du courant alternatif. C'est le début de la distribution d'électricité aux États-Unis et pour le moment la norme est au courant continu, système le mieux adapté pour la plus célèbre des inventions d'Edison, l'ampoule à incandescence. L'éclairage était d'ailleurs la principale source de consommation d'électricité à l'époque. Tiens, quand on parle d'éclairage justement, attendez-moi quelques secondes, je reviens tout de suite. De son côté, Tesla, ancien employé d'Edison avec qui la collaboration a très mal fini, développe un système pour le transport du courant alternatif.
Il s'associe à son ami ingénieur et entrepreneur George Westinghouse, fondateur de la Westinghouse Electric Company, pour commercialiser son idée. Edison trouve que les idées de Tesla sont brillantes, mais inexploitables en pratique. Cependant, craignant la concurrence du duo et de son courant alternatif, il lui fallait un argument de poids pour persuader l'opinion publique que son idée était la meilleure. Alors, quand l'État recherche une nouvelle méthode d'exécution et propose d'utiliser un appareil permettant d'électrocuter un homme, Edison se frotte les mains et ne manque pas l'occasion. En effet, la chaise électrique fonctionne avec un système de courant alternatif. Le choix d'utiliser du courant alternatif pour les exécutions a été adopté par un comité après des démonstrations conduites sur des animaux dans le laboratoire d'Edison en utilisant un générateur Westinghouse. C'est selon lui la meilleure méthode pour les exécutions et ça l'arrange bien. Lorsqu'il l'a appris, George Westinghouse a protesté contre cet usage qui selon lui était clairement une tentative d'Edison et ses compères pour discréditer le courant alternatif et le faire passer pour le courant des bourreaux. Dans la salle d'exécution, Kemmler, vêtu d'un costume et d'une cravate avec une chemise blanche, s'installe. Il est attaché sur la chaise par des lanières et des électrodes sont placées à différents endroits de son corps et sur sa tête avant de lui passer un masque pour lui cacher les yeux. Le condamné est calme et n'oppose aucune résistance. Il demande à ce que les choses soient bien faites et précise qu'il a le temps. Charles Thurston, chargé de l'exécution, est hésitant. Il demande au médecin présent combien de temps il doit actionner le courant. Ceux-ci se mettent d'accord pour 15 secondes. Thurston actionne le levier et 1000 volts traversent le corps de Kemmler. 15 secondes, c'est long. Très long. La décharge est censée provoquer une perte de conscience rapide et un arrêt cardiaque. Sauf qu'après 17 secondes, après avoir été déclaré mort par les médecins, Kemmler respire toujours. À peine, mais quand même, il n'est pas mort. Il faut donc remettre le courant immédiatement. Mais cette opération prend plusieurs minutes, le temps de recharger le générateur, et les médecins décident de doubler le voltage. Pendant ce temps-là, Kemmler hurle et bave. La seconde décharge durera plus d'1 minute, les vaisseaux sanguins du condamné éclatent, de la fumée sort de son corps et une odeur de chair brûlée se répand dans la pièce. Certains témoins horrifiés s'évanouissent et d'autres essaient de s'enfuir, mais la chambre d'exécution est verrouillée. William Kemmler ne sera mort qu'au bout de 8 interminables minutes. Dès le lendemain, les journaux s'emparent de l'affaire et décrivent cette exécution comme un échec et un acte de barbarie. Une très mauvaise publicité pour Westinghouse et son courant alternatif. Les témoins rapportent à la presse que l'exécution était bien pire qu'une pendaison tant la scène était insoutenable. Westinghouse commentera plus tard en disant qu'ils auraient mieux fait d'utiliser une hache. Les médecins ayant assisté à l'exécution ont continué de soutenir que Kemmler n'a pas souffert, que les convulsions ne sont que des contractions musculaires et des réflexes, mais la presse n'est pas convaincue. Ah, vous voyez, l'électricité est une invention capricieuse, même ici. Malgré le fiasco de cette première utilisation, la chaise électrique est adoptée aux États-Unis dans un grand nombre d'États au début du XXe siècle. Mais cette méthode ne semble pas avoir convaincu les autres pays du monde, notamment l'Europe. Seules les Philippines l'utiliseront aussi pendant une bonne partie du XXe siècle. L'exécution de William Kemmler ne fut pas la seule où il a fallu s'y prendre à plusieurs fois. Un grand nombre de condamnés à mort ont subi d'atroces souffrances, la chaise prolongeant leur agonie alors même qu'ils étaient encore conscients. L'humanité supposée de l'exécution sur la chaise électrique fera alors débat pendant très longtemps. La liste des exécutions ratées sur le trône électrique est longue et cette méthode finira par être remplacée par l'injection létale, méthode plus humaine dit-on, même si elle a elle aussi ses ratés. L'appareil existe toujours et quand il ne se retrouve pas dans un musée, il est parfois toujours utilisé. Remisées dans les greniers, caves ou entrepôts des prisons, les chaises électriques font de rares sorties. Comme le 20 février 2020, à l'occasion de l'exécution du serial killer américain Nicholas Sutton par exemple. Le condamné a eu le privilège de pouvoir choisir l'instrument de sa mort et il a préféré la chaise à l'injection. Il est intéressant de préciser que ce choix n'est pas un choix isolé. Dans les 6 États américains qui le permettent, comme celui du Tennessee dans ce cas, il arrive que des condamnés à mort préfèrent la chaise électrique. Et la guerre des courants au final? Le courant des bourreaux a-t-il réussi à faire peur aux Américains?
Edison ne lâchera pas l'affaire et continuera d'essayer de lutter contre le courant alternatif qui gagne peu à peu du terrain aux États-Unis. En 1903, lorsque le Luna Park de Coney Island condamne à mort l'éléphant Topsy pour avoir tué 3 personnes, ils ne savent pas comment abattre ce mastodonte de 6 tonnes. Le pionnier de l'électricité propose alors une solution, l'électrocution. Edison a déjà effectué beaucoup de tests sur des animaux, et aussi sur William Kemmler. Le 4 janvier 1903, une équipe de cinéastes est présente afin d'immortaliser l'événement. Un câble est passé autour du cou de l'éléphant et 6600 volts de courant alternatif sont envoyés dans son corps. L'animal s'effondrera quelques secondes plus tard sans un bruit dans un nuage de fumée. Mais cette triste histoire n'a pas servi la cause d'Edison. Le courant alternatif continuera son déploiement et s'imposera progressivement dans les foyers américains et ceux du monde entier. Edison avouera plus tard regretter de ne pas avoir écouté Tesla. Il est parfois difficile de remettre ses idées en question quand on est pris dans une course aveuglante au progrès et au profit. Merci d'avoir écouté cette histoire et rappelez-vous, la seule chose plus terrifiante que la fiction est la réalité.